Nous arrivons au sujet central, le diagnostic orthophonique et son libellé. Quel trouble présente mon patient et surtout comment le nommer? Trouble spécifique des apprentissages? Trouble du langage écrit? Secondaire A? Ou vaut-il mieux dire associé A? Si mon patient est trop jeune et qu'il ne peut pas y avoir les 6 mois de mesure ciblée, comment je fais? Ou bien quand il n'y a tout simplement pas eu ces 6 mois et que le critère de persistance ne peut pas être validé alors que tous les autres critères le sont. Et quand j'ai besoin d'examens complémentaires pour statuer. Dans tous les cas, la pose du diagnostic orthophonique est obligatoire. Et par égard pour notre profession et sa reconnaissance et pour nos patients, nous devons l'assumer. Pas de je fais l'hypothèse de ou les éléments nous font penser à sont évocateurs de. En fait, tout ça, un médecin ou un enseignant peut le faire aussi bien que nous. Je t'invite donc à ne pas ou à ne plus utiliser ces formulations et à mentionner que les éléments du bilan te permettent de poser le diagnostic suivant. Tu peux l'assumer. Dans un cas pur, pour lequel les critères de persistance, de spécificité et d'objectivation des troubles sont validés, en l'absence de comorbidité, on évoquera un trouble spécifique des apprentissages. D'après le DSM-5, nous sommes tenus de spécifier ce trouble en mentionnant le domaine déficitaire, donc la lecture, en précisant vitesse ou précision, la compréhension écrite, l'orthographe, en précisant s'il s'agit de l'orthographe phonétique, lexicale ou flexionnelle, ou le récit écrit. Il est également attendu la mention de l'intensité du trouble, son degré de sévérité. Des informations sont disponibles à ce sujet dans ton parcours de formation. Si tu ne les as pas encore découvertes, je t'invite à les chercher. Si tu n'as pas pu valider le critère de persistance, puisqu'il n'y a pas eu de mesures ciblées ou qu'elles ont duré moins de 6 mois, mais qu'en dehors de ça, tous les autres critères sont validés, donc la spécificité et l'objectivation, alors le diagnostic sera tout de même posé, mais sous réserve de l'évolution constatée après les 6 mois effectifs d'aide. Si le patient a bien progressé et en quelque sorte rattrapé son retard, pas de confirmation du diagnostic, c'est pas grave. Si les difficultés persistent, on confirmera le diagnostic, mais dans tous les cas, on est obligé de poser notre diagnostic orthophonique au cours du bilan orthophonique, même s'il s'agit du bilan orthophonique initial, et donc nous avons les moyens de le faire, même quand il y a une certaine incertitude. Dans le cas où des comorbidités sont connues et qu'elles ne constituent pas un facteur d'exclusion, on mentionnera notre diagnostic en précisant toutefois que le trouble spécifique est associé à, et on nommera là où les comorbidités. En effet, il est important pour nos interventions et notre démarche clinique ensuite d'avoir connaissance de ces comorbidités. Si un critère d'exclusion est identifié et qu'il remet bien en question la spécificité du trouble, donc qu'il est bien explicatif du trouble, alors on posera un diagnostic de trouble des apprentissages et non de trouble spécifique. Si on veut être très très clair à ce sujet et ne laisser donc aucun doute, on pourra aussi dire trouble non spécifique des apprentissages. Dans un contexte donc de trouble qui est explicatif, par exemple un contexte de syndrome génétique. À nouveau, pour être très clair, au lieu de dire dans un contexte de, on pourra aussi dire secondaire à, pour que voilà, les choses soient les plus claires possibles et qu'il n'y ait aucun doute. Dans le cas où le patient présente des scores faibles mais non pathologiques, la situation se complique un peu et elle est détaillée dans le parcours de formation. Ici, on pourra retenir le libellé difficulté de langage écrit dont la nature et l'impact fonctionnel justifient tout de même la prise en soin orthophonique. Ça peut être le cas, par exemple, lorsqu'un patient a eu un diagnostic antérieur et qu'il a bien progressé, ne restant aujourd'hui que des scores faibles. Nous verrons qu'il est également possible, en fonction de différents critères, de poser malgré tout un diagnostic de troubles spécifiques des apprentissages. Si nous avons besoin d'examens complémentaires, retour de la mention sous réserve de, en mentionnant sous réserve de l'obtention des résultats aux épreuves complémentaires demandées et surtout de leur impact sur les apprentissages.
Ça peut arriver dans le cadre d'une recherche de syndrome génétique, par exemple, qui pourrait modifier la spécificité du trouble et donc notre libellé diagnostique. Enfin, si le patient n'est qu'au début du CP, deux options. Soit on recueille tous les critères, sauf celui de persistance, et on indique donc la présence d'un trouble spécifique des apprentissages, sous réserve de l'évolution constatée, donc situation dont on a déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, et donc vous pouvez vous y référer. Soit on choisit l'option prudente et on mentionne uniquement des difficultés d'apprentissage, dont la nature sera à préciser après 6 mois de mesures spécifiques, donc un trouble spécifique des apprentissages si les difficultés persistent. Vous l'avez entreaperçu donc dans les libellés diagnostiques, nous sommes tenus de préciser le type de déficit au niveau des apprentissages. Donc le trouble spécifique des apprentissages est avec déficit 2 et nous allons donc retrouver les 4 domaines cités dans les critères diagnostiques, donc à savoir la lecture, donc en précisant vitesse et ou précision, la compréhension écrite, l'orthographe, orthographe phonétique, lexicale ou flexionnelle, et le récit écrit. D'autre part, nous devons mentionner le degré de sévérité, à savoir si le trouble est considéré comme plutôt léger ou modéré, léger pouvant laisser présager qu'il est anodin, et donc on préférera peut-être la mention modéré, moyen ou grave, ou plutôt que grave, sévère, si l'usage du terme grave est délicat pour toi. Il est entendu que ton diagnostic orthophonique, au-delà de ce qu'il apporte au patient, qui sait maintenant de quoi il souffre enfin, servira notamment à appuyer les demandes d'aménagement pédagogique, donc les PAP, les PPRE, etc. Et il sera également utilisé lors de la constitution de dossiers MDPH pour les aménagements plus officiels, donc notamment aux examens ou pour l'allocation de ressources humaines, AVS ou AESH, et d'allocation de ressources financières pour le financement, par exemple, d'un outil informatique. Comme disait Pierre Dac, la prévision est difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc, décider dès le bilan diagnostique du degré de sévérité, qui est dépendant notamment donc de la nécessité à long terme de maintenir ou non des aménagements et des adaptations, et dépendant aussi du niveau d'acquisition ultérieure des compétences, est donc particulièrement difficile. Mais comme tu l'as vu ou comme tu le verras dans la partie concernant les critères diagnostiques, tu peux aussi t'appuyer sur des indices objectifs immédiatement à ta disposition au moment du bilan diagnostique initial, que sont par exemple le nombre de domaines impactés, la présence de facteurs de risque, de comorbidité ou de facteurs de protection. D'autre part, en cas de doute, et afin d'offrir à ton patient un maximum de chances de pouvoir être accompagné au mieux, n'hésite pas à choisir la sévérité la plus importante, quitte à utiliser le mot grave ou sévère. Quand c'est expliqué aux parents, il n'y a pas de souci avec ça, c'est bien compris. Et donc ces termes ne doivent pas faire peur, mais être compris comme pouvant vraiment rendre service aux patients et être simplement un moyen d'accéder aux aides adaptées.